Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau Entretien Brut. Entretien Brut, chers téléspectateurs, c'est le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité, et l'actualité nationale, régionale, voire internationale. Et pour ce faire, je suis accompagné de mon chroniqueur, mon fidèle chroniqueur de ces temps-ci. Il s'agit de Moussa Oulin Traoré, il est journaliste correspondant de Médias Guinée. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Fadima, bonjour à la diaspora dans son ensemble et un bonjour particulier à l'endroit d'un jeune promoteur en Côte d'Ivoire du nom d'Ali Kamara, qui a quitté en Guinée pour s'installer en Côte d'Ivoire et qui a créé une entreprise de construction de bâtiments appelée CAM BTP. Et pourquoi il n'en a pas profité pour en construire davantage en Guinée? Oui, peut-être il sera là en Guinée, un peu partout. Donc ça donne quand même l'envie d'être comme ces jeunes, donc, et de rester dans son pays et créer les emplois dans ton propre pays, et surtout pour quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. D'accord, c'est quand même assez... Mais bon, l'ambition, là où on ne l'a pas, qu'on soit instruit, qu'on ait des diplômes ou pas. Et téléspectateurs de Mandé TV, on a un invité. Voilà, il s'agit de Monsieur Boubakari Amadou Diko. Il est le premier vice-président du parti politique Yelema. Monsieur Diko, bonjour. Bonjour, Madame Fadima Maïga. Bienvenue sur le plateau. Merci, et en tout cas, merci de m'avoir invité sur ce plateau Mandé TV. C'est ma première fois. Et donc, je profite de l'occasion pour un bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent actuellement, et aussi à tous les militants sympathisants du parti Yelema et de tout bas politique. Exactement, du parti Yelema. Bon, le parti Yelema. On va parler de l'actualité. Téléspectateurs de Mandé TV, vous savez très bien, l'actualité bouillonnante actuellement qui tourne sur tous les médias, réseaux sociaux, journaux et tout. Il s'agit de l'arrivée de l'armée. L'armée, les FAMA sont à Anéfis. Ils sont juste à quelques kilomètres de pouvoir rentrer dans la ville de Kidal. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui va se passer ces jours-ci, ces jours prochains. Est-ce que réellement c'est la guerre contre le terrorisme qui prend un certain degré, une certaine ascension? On sait bien que les séparatistes en face, ils ne sont pas du tout contents. Ils menacent bien les choses. Oui. Où ça? Oui, effectivement, on a vu nos braves soldats, l'armée malienne, qui est en offensive actuellement à Kidal. Pas à Kidal seulement, mais au nord du Mali. Ils ont fait des incursions, et ils ont libéré des territoires, on a vu. Mais maintenant, on voit aussi que l'armée, depuis plus de quelques jours, l'armée était à Anafis, où le drapeau malien n'était pas depuis plus de 10 ans. Mais on a vu le drapeau malien, on a vu, moi-même j'ai vu une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où il y avait une fête, l'armée a organisé une fête, je ne sais pas si c'était pour réconforter, oui, c'était pour réconforter le moral des militaires, mais moi je me dis que ce n'était pas opportun d'organiser une telle chose pour le moment, puisque la victoire n'est pas totalement acquise, et puis aussi on a des personnes qui ont laissé leur peau pour la libération du nord du Mali. Donc on va d'abord attendre jusqu'à ce que la victoire finale et pour prétendre organiser une telle fête. Mais on voit aussi que, selon les informations, on dit que l'armée est à 60 km de Kidal, mais qui reste stagnée à ce niveau, mais on ne sait pas pourquoi ça se passe. Et on a vu encore d'autres informations par rapport à cette histoire de militaires qui étaient à Kidal. L'armée est reconstituée. Selon nos informations sur les réseaux sociaux ou d'autres sources bien informées qui disent que les rebelles voulaient s'en prendre à nos militaires qui étaient à Kidal. Maintenant, il a fallu même l'escorte de Cax Bleu ou de l'ONI pour pouvoir les déplacer et prendre des avions pour venir à Bamako. Mais tout porte à croire l'entrée de l'armée malienne à Kidal, les FAMA à Kidal, n'est qu'une question de jours. Mais
La rentrée, j'ai toujours dit sur le plateau, la rentrée n'est pas difficile, on peut l'avoir parce que nous avons des avions de SAS, mais sécuriser la zone, c'est le point d'interrogation de cette histoire de l'offensive de l'armée malienne. Donc, moi quand même, je reste convaincu que l'armée malienne peut rentrer facilement et aisément à Kidal, mais sécuriser cette zone pendant longtemps, en tout cas, il faudra un travail de fond pour ça. D'accord, merci Moussa pour cette brève analyse. Monsieur Diko, par rapport à cette armée qui s'installe, une reconquête même du Nord, si on peut le dire ici, votre pensée par rapport à tout ça? En tout cas, merci Madame Fadima Maïga. En tout cas, la question, c'est une très belle question, une question pertinente. Ce que je voulais dire par là, c'est que notre pays est en guerre depuis bientôt plus d'une décennie. Et donc, une guerre contre le terrorisme, une guerre contre toutes sortes d'attaques. Et justement, c'est nos forces de défense et de sécurité qui se battent tous les jours pour sécuriser nos populations et sécuriser leurs biens. Donc pour moi, il est important pour moi de rappeler, en tout cas, cet état de fait. Aussi profiter de l'occasion pour les encourager, les féliciter, et surtout toutes les personnes qui ont perdu leur âme dans ces combats régaliens, dans ces combats de souveraineté. Et ce qui est important aussi de rappeler, c'est que dans ce cas précis de cette opération, il est important quand même de rappeler que c'est une opération de rétrocession de l'aménagement. L'aménagement, il y a un processus qui a été engagé à les Nations Unies pour que l'aménagement quitte. Donc l'aménagement a pris un engagement formel avec nos autorités de la transition d'ici la fin d'année de libérer toutes les emprises qui sont occupées par la force internationale. Donc dans ce processus qui a été engagé, et à chaque fois que l'aménagement laisse une emprise est reconquise, on va dire, elle est reprise par nos forces de femmes. Donc s'il y a un aspect important qui est de rappeler, c'est que je pense qu'on ne doit pas laisser un centime mètre carré laissé à l'aménagement qui n'est pas reconquis par les femmes. Donc c'est un acte qui est important pour la stabilité de notre pays, même pour la stabilité du Sahel. Et donc moi j'encourage les femmes dans ça, c'est une très bonne nouvelle. Et maintenant, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui les groupes terroristes qui nous combattent, ce sont les groupes armés qui ont signé dans l'accord de paix. Et donc j'ai vraiment des questions à me poser par rapport à ça. On a la CMA qui fait partie de ça. On a certains responsables de la CMA qui sont intégrés dans les processus dans notre pays. Certains même, d'autres sont ministres, d'autres sont dans les CNT. Donc on veut vraiment avoir une clarification par rapport à ça. Parce que la CMA a reconnu que le Mali, c'est un pays indivisible. La CMA a reconnu que Kidal, le Nord, les septentrions maliens, fait partie du Mali intégral. Donc on ne peut pas comprendre qu'il y ait un processus de rétrocession de l'aménagement à notre armée régalienne pose un problème. Je trouve que c'est malheureux de constater cela. On aurait dû trouver une solution. La solution, c'était que l'armée reconstituée, qui se trouve au nord, que l'armée régalienne malienne, mais en tout cas que le lead soit dans la mer des femmes, que cette emprise soit reprise de façon normale, dans la logique des choses. Mais maintenant, malheureusement, on voit que ce sont les frères d'armes qui se tuent, qui s'entretuent, alors qu'on pouvait trouver un compromis par rapport à ça. En tout cas, nos femmes ont nos encouragements, ils ont nos félicitations. Je profite de l'occasion pour dire que nos femmes, c'est la grande muette. Voilà. Il faut à un moment donné qu'on arrête de politiser. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On voit même certaines personnes qui se font les relais de la communication de la DIRPA, qui donnent les informations précises. Et ça, ce sont des actes qui vont à l'encontre même du système d'information de l'armée. Et ce sont des choses qui ne doivent pas être normales. C'est des choses, au contraire, on est en train de desservir notre armée. Donc soyons dans la grande miette comme l'armée, qui est efficace sur le terrain. Accompagnons-les, encourageons-les. Ce sont nos frères d'armes. Et je pense que quand ils vont sentir qu'ils ont l'encouragement de tout un peuple derrière, nous allons gagner et reconquérir l'ensemble de nos territoires. D'accord. Pour revenir un petit peu sur l'accord de paix, vous êtes sans savoir que cet accord était à la limite mort de sa belle mort, vu qu'elle n'arrivait pas du tout à avancer. Il y a eu des journées de concertation, il y a eu les annéaires qui parlent évidemment de cet accord à revoir, à relire et à trouver des ententes, mais
rien ne se passait. Votre avis par rapport à ça? C'est vrai que ces groupes signataires, ils ont signé l'accord, mais jusque-là, les lignes n'ont pas bougé. Vous savez, s'il faut dire la vérité, le constat, malheureusement, est que, d'une part et d'autre part, les parties prenantes ne sont pas sincères entre eux dans la mise en place de l'accord, et même dans le fait même de le faire avancer. S'il faut reconnaître quelque chose, c'est que le gouvernement malien a fait beaucoup d'avancées par rapport à l'accord de paix. Il y a eu beaucoup d'applications, il y a même des lois qui ont été votées tout récemment dans le cadre de la régionalisation. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été pris en compte dans l'accord de paix à travers la légifération d'un certain nombre de choses dans les lois. Voilà, un accord ne peut jamais être parfait. Un constat aussi est clair, c'est que tout le monde sait qu'il y a certains aspects dans l'accord de paix qui ne peuvent pas être appliqués. Et ces aspects, dont justement qui ne peuvent pas être appliqués, il faut que les deux parties prenantes soient courageuses pour dire, bon, ok, cet accord, ces aspects d'un accord, on ne peut pas les appliquer, il faut qu'on ait le courage de discuter, de voir ensemble, là où on ne peut pas l'appliquer, qu'on n'applique pas, là où on peut améliorer, qu'on améliore. Et ça, je pense qu'il y a ces dysfonctionnements. Et tant qu'on n'améliore pas ça, on sera face à des impasses de ce type. À un moment donné, on a entendu par certains de nos responsables dire qu'une application intelligente de l'accord de paix. Donc, intelligent de l'accord de paix, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend certainement que les parties prenantes s'asseyent, carte sur table, qui se mettent d'accord sur un certain nombre d'acquis. Il y a un certain nombre d'acquis dans l'accord, il y a un certain nombre de choses qui ont été déjà mises en place. Et là où ça ne va pas, qu'on retire ces mauvaises choses. Et là où on peut l'améliorer, qu'on l'améliore, à savoir que l'accord de paix n'est pas uniquement pour le nord du Mali. L'accord de paix, c'est dans la globalité, c'est pour tous les Mali entiers. Ok, mais entre-temps, quelle a été la position de votre parti, le parti Yelema, par rapport à l'accord? Bien vrai que le gouvernement a pu faire quelque chose, mais les insuffisances qui ont été constatées, est-ce que le parti Yelema a pu interpeller un petit peu? La position, c'est ce que je viens de vous évoquer, c'est que nous pensons que l'accord de paix est une bonne chose pour le pays. Vous savez, au moment où le pays a eu à faire l'accord de paix, mine de rien, ça a fait cesser le feu. Il y a eu un cessez-le-feu qui est là. Durant tout ce temps, il n'y a jamais eu de reprise de feu, de guerre. Le pays s'est stabilisé à un moment donné. Maintenant, malheureusement, ce sont nos gouvernants qui n'ont pas eu le courage non seulement de ratifier cet accord au sein de l'Assemblée, parce que le peuple n'était pas assez suffisamment informé, assez suffisamment outillé. Il y a beaucoup même de responsables qui ne lisent pas l'accord, qui ne savent même pas les tenants aboutissants de cet accord. Et donc je pense qu'un accord ne peut jamais être parfait, mais il faut l'améliorer, il faut, comme je l'ai dit, il faut enlever les mauvaises choses et l'appliquer. Et l'accord aujourd'hui est appliqué dans une grande partie. Et donc on doit aller un peu dans ce processus. Vous savez, on peut gagner la guerre. Quand on regarde un peu l'historique de toutes les grandes guerres, elles se sont tous terminées par un accord. Elles sont tous terminées par un dialogue franc. Mais, a priori, notre pays doit faire en sorte que les prochaines discussions se fassent au moment où nous sommes en rapport de force. Ça, c'est important. Je pense que ça a été un des malus de cet accord de paix. D'accord. Restons dans la ratification. Récemment, on a pu voir le communiqué passé, ou les informations en tout cas, être relayées énormément sur les réseaux sociaux. La ratification du 9 octobre dernier de la charte du Liptako gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel. Moussa, oui. vous connaissez déjà ma position par rapport à la création de cette institution Liptako gourmand. Bon, au fait... là, elle a été ratifiée quand même. Ça veut dire elle a été ratifiée par une institution... Bon, peut-être, moi, je dirais qu'on dise de remplacer une Assemblée nationale, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un régime exceptionnel et tout ce qu'on fait maintenant là c'est exceptionnel. Donc il faut retenir cela d'abord. Cela ne veut rien dire que le Mali est totalement engagé, puisque les nouvelles autorités qui viendront peuvent revenir sur cette charte. Ça, c'est obligatoire pour voir. Mais en tout cas, moi je vois le Mali, Burkina, Niger veulent créer cette alliance pour l'autodéfense et tout cela. Mais jusqu'à présent, moi, mes interrogations, mes questions concernent toujours non seulement le financement de cette alliance, puisque une guerre,
c'est tout un financement. On a vu, on va en parler avec la guerre en Israël, on a vu les Américains ont envoyé un bateau où il y a plus de 5000 militaires américains, donc avec des munitions et d'autres armes de guerre. Donc une guerre, aucun pays ne peut financer une guerre seul. Ça, quand même, ça ne peut pas se faire. Même les rebelles, ils ont d'autres, c'est quelqu'un qui les finance, ou bien ce sont des États aussi qui leur fournissent des armements. Donc au Mali, nous, on ne peut pas chercher les partenaires. Et en disant qu'on n'en a pas besoin, parce que je ne parle pas des Français, mais je parle aussi d'autres partenaires. Il n'y a pas que les Français qui sont au Mali, il y a d'autres partenaires aussi. Et où on pouvait nouer ces partenariats avec ces pays de façon bilatérale. Mais si on les chasse, et après maintenant on fait, on se bombarde le torse en disant que oui, nous sommes pro-russes, et étant donné que la Russie à elle seule ne peut pas aider le Mali, il faut diversifier les partenariats. Donc maintenant, l'Iptako Gourouma, oui, c'est né, c'est ratifié, mais comment le financement peut s'effectuer? Ça, c'est la grosse question d'interrogation. Étant donné que notre pays est soumis aussi à des lois, à des règlements, à des lois internationales. Donc, nous sommes avec les FMI, nous sommes avec la Banque mondiale, et nous sommes avec d'autres banques aussi qui sont pro-occidentales ou pro-américaines. Donc, avec la Russie, si on essaie aussi de partir avec la Russie en laissant les autres partenaires, et ça va nous amener à quoi? C'est pourquoi le pays est dur aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que la charte, elle est ratifiée, mais ça ne veut rien dire pour le moment. Moussa, mais vous êtes quand même sans savoir que le ministre des Affaires étrangères l'a dit maintes fois que le Mali est prêt à diversifier ses partenaires. Quand même, ça c'est un fait qu'il ne faudrait pas... Oui, généralement, souvent, c'est très élémentaire de savoir ou de comprendre. C'est ça qu'on appelle la sortie diplomatique. Par exemple, j'ai eu la chance d'être aux côtés des ministres ou des présidents de la République. Je connais maintenant le langage diplomatique suffisamment. Et on ne peut pas, vous savez, quand vous dites à un enfant de venir, ou de tendre quelque chose à un enfant, avant de venir d'abord, l'enfant regarde ton visage. Donc maintenant, parce que c'est le visage qui parle. Bon, maintenant, il ne s'agit pas de dire oui, on va diversifier. Mais l'action qui est là d'abord, c'est ce qui motive les partenaires de venir. Ce n'est pas une déclaration simple que les partenaires viennent. Non, ce sont les actions. C'est pourquoi les partenaires, les vrais partenaires, fuient la transition. Puisque c'est-à-dire, les actions qui sont là sont éphémères, ce sont des actions transitoires. Donc c'est pourquoi certains partenaires, avant la transition, ou s'il y a la transition, ils vont rentrer d'abord. Mais ici, il y a un régime normal et ces partenaires-là viennent. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas la déclaration du ministre qui va garantir les partenaires pour venir au Mali investir ou pour nouer les partenaires avec le Mali. Mais c'est l'action que le gouvernement met sur place. Ce sont ces actions-là qui incitent les partenaires à venir au Mali. Donc le Lutako Gourouma, oui, c'est né, la charte est ratifiée, mais moi je reste toujours sur ma faim. Comment on va financer pour approvisionner nos forces armées pour combattre contre les terroristes? Très bonne question. On verra dans les jours à venir si une publication ou un communiqué est fait dans ce sens-là. Entre-temps, nous sommes avec le premier vice-président du parti Yelema. Le parti Yelema, quelle position par rapport à cette charte qui vient d'être ratifiée? On prend acte, on voit que la charte a été effectivement ratifiée par les membres du CNT. Bravo. En fait, ce qui est important de rappeler quand même un peu le contexte de cet accord, de cette alliance des États de Sahel, c'est que c'est à la suite d'un coup d'État au Niger. Exactement, voilà, oui. C'est important que les gens se rappellent. Je pense qu'il y a quelques mois de cela, le Niger était, entre guillemets, considéré comme un pays ennemi, comme un pays, on va dire, voilà, qui n'était pas en bon terme avec le Mali. Voilà. Et puis, tout d'un coup, subitement, avec un coup de régime qui a changé, un coup d'État au Niger, et puis le Niger est vu comme un pays ami. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, je pense que c'est à la suite de ces discussions entre les trois chefs d'État que peut-être l'initiative est venue. Et le signal fort qu'il faut retenir de ça, c'est que maintenant ils sont partis, ils ne sont plus dans le bavardage, ils ont produit un document qui a été signé entre les différents chefs d'État. Après, ils sont à la deuxième étape maintenant. La deuxième étape, c'est de ratifier ce document par les organes législatifs. Même si, évidemment, c'est en phase de transition, on est dans une période d'exception. Ce qu'il faut rappeler, c'est que
effectivement, la CEDEAO voulait intervenir au Niger. Donc, rapidement, ce document est sorti. Et quand ce document est sorti, je pense que la population doit savoir que ce document nous engage. Ça engage seulement. Il y a un article, je pense l'article 7, enfin l'article 6 et l'article 4, qui met l'engagement formel d'un État en cas d'attaque sur un autre État. Donc cela veut dire que tout ce qui va se passer au Burkina, au Niger, quand le Niger va entrer en guerre, le Mali aussi va entrer en guerre, et vice-versa. Quand le Burkina aussi va rentrer en guerre, le Mali aussi va rentrer en guerre. Donc ce sont des engagements très très importants que nos autorités ont pris au nom du peuple malien. Cela sous-entend beaucoup de choses. Cela sous-entend les moyens logistiques, les moyens financiers, cela sous-entend des hommes. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le Mali, nous sommes en phase de guerre, nous sommes en pleine guerre. Il y a la rébellion dans les septentrions qui vient de commencer. Et donc tout ça, c'est pour dire que d'un point de vue défense de nos territoires, défense de la population, défense des biens de la population, ça peut être considéré comme un aspect positif parce que la G5 Sahel a failli. Si la G5 Sahel avait atteint son objectif, on n'allait pas avoir la naissance de ces G3, G4, je ne sais pas. Et donc, sous cet angle de regard-là, on peut dire qu'effectivement, la G3 peut être un rempart contre l'insécurité, contre le terrorisme qui sévit ces trois pays, parce que ces trois pays sont les pays les plus impactés dans le terrorisme. Après, on ne sait pas, derrière tout ça, quels sont les objectifs inavoués. Parce que je rappelle quand même que la CEDEAO voulait rétablir Bazoum comme président. Et donc c'est à la suite de ça que cet accord est sorti. Et voilà. Bon, maintenant... Quelle a été la position du parti politique ILMA face à cette alliance? Parce que face à cette violation juridique, puisque ça, il faut se dire la vérité, est-ce que un président transitoire ou un CNT peut engager le Mali dans une guerre juridiquement? Alors, logiquement. Non, pas logiquement, juridiquement. Juridiquement, oui. Un président de la justice, c'est la logique. Voilà. Et on a vu des juristes qui disent ici, le président même ne peut pas engager le Mali. En fait, je ne suis pas un juriste, mais j'ai lu la 4e République, la Constitution, la nouvelle Constitution. La nouvelle Constitution, elle est bel et bien claire. C'est le président de la République qui peut bel et bien engager... Le président de la République. Le président... Assimi n'est pas un président d'État, ce n'est pas un président. Laissez-moi juste finir, s'il vous plaît. Oui. C'est le président de la République qui peut engager le Mali, oui, la nation, dans une posture de guerre, et bien au préalable que ça soit validé par les députés. Donc les membres du CNT actuel n'ont ni qualité, ils n'ont pas qualité, ils n'ont pas le statut des députés. Le président, en l'occurrence, même le président actuel n'a pas la qualité du président de la République. Le chef de l'État actuel. Assimi est un chef d'État. C'est le chef d'État actuel. Voilà. Donc pour moi, en toute logique, effectivement, normalement, c'est un président de la République qui doit pouvoir engager nos pays. Parce qu'en fait, il y a des engagements forts dans ce document qui compose les 17 articles. Il y a des engagements forts qui engagent les pays. Au préalable, les forces vives de la nation n'ont pas été consultées. Nous, par exemple, les partis politiques, c'est à travers les réseaux sociaux qu'on a appris qu'il y a un document entre les trois chefs d'État. Donc est-ce qu'on n'assiste pas à la disparition totale des partis politiques au Mali? C'est une autre question. Quand vous dites disparition, oui, je parce que suis vraiment étonné. On doit gouverner avec les partis politiques si nous sommes dans la démocratie. Malheureusement, nous ne sommes pas dans la démocratie. Nous sommes dans une phase de transition, d'exception, où on doit rassembler tous les Maliens. Une transition démocratique. Non, oui, on a l'habitude de dire, parce que vous-même vous soutenez la transition. Qui vous? Oui, parce que vous venez de dire tout à l'heure, selon ce que vous avez dit, donc vous avez essayé d'expliquer le contexte maintenant de la ratification de cette charte. Mais vous n'avez pas dégagé l'aspect juridique, maintenant qu'un président de la transition ne peut pas engager un État en fait, une telle guerre. Chacun a sa lecture de la chose. Il est important, quand on est sur les plateaux, nous, en tout cas, on pense qu'en tant que responsable politique, d'expliquer les processus pour que les gens puissent comprendre. Après, l'autre chose, c'est de voir est-ce que actuellement, les autorités actuelles ont la qualité, ont le pouvoir de le faire. Ça aussi, c'est une autre question. Je pense que je laisse ça aux juristes, aux constitutionnalistes, de pouvoir répondre efficacement à cela. Mais en tout cas, la 4e République, elle est très claire. On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5 en droit. Oui. Elle est claire. C'est le président de la République qui peut engager le pays. Maintenant, si tel est le cas, à savoir que le pays, le Mali est déjà en guerre depuis 10 ans. Le Mali est en guerre depuis bien avant la transition, on est d'accord. Depuis bientôt plus d'une décennie, je l'ai rappelé au début de l'introduction.
que nous sommes en guerre contre le terrorisme, contre pratiquement toutes sortes de crises multidimensionnelles que nous ne maîtrisons pas. Donc on est déjà en guerre. Maintenant, je suis d'accord de façon formelle, pour faire engager un pays, peut-être n'anticipons pas trop. Je ne pense pas si le président Assimi a encore engagé le Mali en guerre. C'est vrai que le document de l'Alliance des États du Sahel donne le pouvoir. C'est même pas le pouvoir, c'est même une exigence. Quand un des États parmi les 3 rentre en guerre, automatiquement, les 2 pays vont entrer en guerre. C'est comme exactement, aujourd'hui, le Mali est en guerre dans les septentrions. Logiquement, en toute logique, le Burkina, le Niger doivent venir nous aider. Ça peut être un plus, comme ça peut être... En tout cas, monsieur Diko, on voit que le parti Yelema, pour cette question-là, n'est pas très tranché. Et moi, je dirais clairement qu'elle n'est pas très tranchée parce que, à mon avis, elle souffle le chaud et le froid en même temps. Non, je pense que c'est ça. Non, je ne pense pas si vous m'avez compris. On n'est pas... sur cette question, je parle... J'étais très clair. La posture, vous savez, nous sommes dans une période d'exception où l'objectif, en tout cas, pour nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que cette transition puisse être une réussite. Et pour qu'une transition puisse être une réussite, il faut être dans des attitudes positives. Certes, nos autorités ont pris des engagements, ont sorti un document, ils ont signé avec les deux autres pays, sans consulter les partis politiques, sans consulter... En tout cas, nous n'avons pas été consultés, les forces vives non plus n'ont pas été consultées par rapport à... Oui, bien sûr, c'est ça que j'ai rappelé. Oui, c'est ça que... Pour moi, c'est ma question. Non, c'est cette démarche. Que c'est une démarche de la disparition totale. C'est pas la disparition. Parce qu'on a vu que les partis politiques ont plus de militants. Non, écoutez, vous voulez que je vous invite à nous mettre en place de nos cellules, vous voulez que je vous invite à nos prochains congrès en décembre, vous saurez évidemment si nous avons des militants ou pas. Les partis politiques ont des militants. Je pense que les partis politiques, à un moment donné, ont le vrai sens du patriotisme. Les partis politiques ont géré ces pays, ils voient que nous sommes dans une période très difficile et ils sont en train de réfléchir en bon sens. Et le bon sens veut qu'on accompagne les sujets de la transition dans la vérité, dans la transparence. En tout cas, c'est ce qui s'est inscrit depuis le début de la transition. Quand cette transition, quand elle fait des actions qui sont bonnes, on les encourage. Quand on peut les proposer de bonnes actions, on les propose. À chaque fois qu'on nous fait appel, on répond et on donne des bonnes propositions. Mais s'ils font des choses qui ne sont pas correctes, on a le courage de les dire. Regardez tous nos communiqués, toutes les grandes actions dans ces pays. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une activité importante dans ces pays où, en tout cas, ma formation politique n'a pas donné son point de vue. Oui, moi j'ai une question très élémentaire. Assez rapidement. Vous avez dit que à chaque fois, le parti est un parti républicain, le parti élément. Donc, si la transition pose un acte qui est positif, maintenant si c'est négatif, vous proposez les solutions, les bonnes solutions. Bon, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que cela veut dire que les propositions que vous faites à la transition, c'est par écrit ou bien vous aussi vous faites la cour à Koulouba pour rencontrer le président, écoutez, vous allez faire ceci, cela. Et si tel n'est pas le cas, est-ce que vous n'êtes pas mis à l'écart? Vous savez, en fait, moi je pense que le temps que nous courons actuellement, nous devons consacrer toutes nos énergies pour des aspects positifs. Nous avons plusieurs canaux pour communiquer avec les autres de la transition. Nous sommes souvent consultés dans les cadres des concertations nationales où nous venons, s'il y a des sujets importants, sur des sujets ponctuels. On vous a largué après la concertation, votre décision n'a pas été prise en compte? C'est votre appréciation. Oui. L'inclusivité n'est pas dit forcément qu'on prenne en compte votre avis. L'inclusivité veut dire qu'on vous écoute, que vous donnez votre point de vue. Elle peut être prise en compte ou pas. L'inclusivité ne veut pas dire qu'il faut forcément participer au gouvernement ou forcément être membre du CNT. Loin de là. L'inclusivité, c'est être capable, à un moment donné, de participer, de donner, en tant qu'acteur majeur dans le processus électoral ou dans le processus tout court, en tant que parti politique ou en tant que société civile, de donner votre point de vue. C'est ça qui est important. Vous savez que la transition, comme on le dit, c'est une période d'exception. Personne n'est élu. Voilà, c'est une période d'exception où on doit rassembler large. Il n'y a pas ancien dignitaire, il n'y a pas de nouveau dignitaire, il n'y a pas ancien locataire. Nous sommes tous dans une période difficile et cette période elle doit être une réussite pour les jalons du nouveau Mali. Et nous, également, on s'est inscrit dans cette dynamique. Donc, on peut faire bien tout ce qui est possible à la limite de nos possibilités pour accompagner les choses de la transition, comme je le dis, dans la vérité de la transparence.
On le fait à travers plusieurs canaux, à travers les participations à l'écrit, à travers les participations orales, à travers les débats, comme actuellement on est en train de faire des débats. On les encourage par rapport à ça. Il y a des erreurs, s'ils font des erreurs, on ose aussi les dire dans la limite du respect et de la loi. Et vous l'avez fait une fois. D'accord. Monsieur Diko, jusque-là, c'est clair et net que le parti Yelema a fait savoir haut et fort qu'elle est contre les coups d'État. Prendre le pouvoir par la force. Après cela, Yelema accompagne et soutient la transition de manière subtile, on va dire. Pendant le référendum, elle a été neutre, si on peut dire. Yelema n'a pas ouvertement dit si elle était pour ou contre à travers votre leader. Ici, il s'agit de Moussa Mara. Et par rapport au report des élections, on a vu votre communiqué qui a circulé. Et ce communiqué, dans notre interprétation, on va dire, on a trouvé un communiqué qui n'est pas pour, qui n'est pas contre, mais qui caresse dans le sens du poil. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien savoir votre position. Est-ce qu'elle est réellement tranchée ou vous allez toujours accompagner la transition avec cette vision positive, comme vous le dites? Alors, dans votre prise de parole, il y a 3 questions qui sont sorties. Il y a la question du référendum, il y a la question... C'est la dernière que vous devez considérer. Ok, il y a la question du report des élections, notre communiqué. Est-ce que notre communiqué... Je pense que notre communiqué, c'est l'un des communiqués les plus clairs possible. Si vous ne l'avez pas, je peux vous le transmettre pour que vous lisiez correctement. Je l'ai. Elle est quand même très... Elle caresse dans le sens. Mais non, pas du tout. C'est un communiqué basé sur la vérité et la transparence, sur les valeurs et les convictions du parti élément. Et nous avons appris à travers les réseaux sociaux, à travers le média national, le RTM, qu'il y a un communiqué de report des élections présidentielles. Et de facto, une prolongation de la transition. Et aussi... On a appris par surprise qu'il n'y aura aucune possibilité de faire d'autres élections intermédiaires. Alors qu'a priori, ce n'était pas ce qui était convenu, parce que nous, l'administration territoriale, nous avait écouté. Il avait écouté les partis politiques, il avait écouté la société civile. En conclusion, ce qui est ressorti, c'est que les partis politiques et la société civile ont décidé, en tout cas, ont exprimé leur souhait et souhaitent que les délais de la transition ne bougent pas, que les élections présidentielles se tiennent à date et qu'il y ait au moins que l'État fasse un effort d'organiser au moins une élection intermédiaire ou 2 élections intermédiaires. Ça, c'est ce qui était convenu plus tôt. Et qu'à la suite de cela, l'administration territoriale vienne nous voir pour que nous puissions échanger sur la décision qui a été prise. Donc, on voit sur les réseaux sociaux qu'effectivement, les élections ont été reportées sur des raisons techniques. Ces raisons techniques motivées, pour nous, ne sont pas des raisons valables. Si par exemple, il nous avait dit, ok, pour des raisons d'insécurité, du bon sens, du patriotisme, de l'amour de son pays, de l'amour de nos femmes, on allait bien sûr comprendre cela en disant, effectivement, pour la bonne marche des élections présidentielles et que ça puisse se tenir à l'échelle du pays, on aurait peut-être fait économie de tous ces communiqués. Mais non, ce sont des raisons techniques qui sont évoquées. Parmi ces raisons techniques, il y a 3 raisons techniques qui sont évoquées, que je trouve pas valables. C'est ça qui fait la quintessence de notre communiqué. La première raison, c'est c'est la prise en compte des réformes, des mises à jour des réformes constitutionnelles qu'on doit apporter dans la loi électorale. Vous savez, il n'y a que juste 2 ou 3 phrases qu'il faut reporter dans la loi électorale. C'est le fait qu'entre les détours, le délai de campagne est passé de 2 semaines à 3 semaines. C'est uniquement ça. Vous avez 147 bonhommes qui sont au CNT. Vous pensez qu'au bout de 2 ou 3 jours, je ne peux pas finir ça? Donc pour moi, c'est une raison qui n'est pas valable. Deuxième raison, c'est la mise à jour du fichier électoral. Fichier électoral par l'EJ. Vous savez que les élections référendaires sont tenues avec l'ancien fichier. L'ancien fichier qui date du 23 mars 2023. Donc pour moi aussi, ce n'est pas une raison valable. Vous pensez qu'entre mars 2023 et 31 décembre octobre, en fait, 31 décembre 2023, qu'il va y avoir des changements radicaux? Eh bien non. C'est une raison technique qui n'est pas valable. Tout seulement, cela dénote de l'incompétence, cela dénote de l'inefficacité de l'administration territoriale et de ses démembrements. Troisième raison, ils évoquent la prise en otage de nos données. Mais c'est invraisemblable. Nos données sont prises en otage. Et pourtant, entre-temps,
les données ont été prises en otage quand on se réfère par rapport au communiqué du ministre de l'administration territoriale. Les données ont été prises en otage au mars 2023. Entre mars 2023 et aujourd'hui, il s'est tenu une élection référendaire sur toute l'étendue du territoire national. Et cette élection a été validée par la Cour constitutionnelle en confirmant que l'élection s'est terminée partout. D'ailleurs, quand on parle même de la modification de la loi électorale par rapport à la Constitution, il y a eu 3 ordonnances, limite 3 ou 4 ordonnances qui ont été modifiées pour donner la possibilité à tous les Maliens de voter. Donc, ça veut dire que quand on veut, on peut. Nous, ce que nous constatons, c'est qu'on ne veut pas. Et c'est cette volonté manifeste derrière, inavouée, qui se cache du report de l'élection présidentielle. Donc, on l'a constaté, on a fait un communiqué officiel, clair, noir sur blanc, et nous pensons que ces motifs ne sont pas des motifs valables et que, en tout cas, nos autorités ont pris l'engagement de nous mettre dans une situation potentielle de prorogation de la transition et qu'on prendra date avec l'histoire. On ne souhaite pas d'autres éventuelles choses qui peuvent venir pour notre pays. Ok, Fadi Maman, j'ai une question pour lui. Vous savez, on dit toujours que la bave du crapaud ne peut bifurquer le chemin déjà tracé. Cela veut dire que c'était prémédité. Mais je m'en vais lire d'abord un extrait du communiqué de la CEMAS pour faire référence au parti ILMA. On dit, cette partie dit la CEMAS reste fidèle maintenant à son engagement, notamment et prioritairement la mise en place d'une transition civile qui sera sanctionnée d'un retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça qu'on a besoin du parti ILMA, parce que c'est un engagement qui a été pris devant la communauté internationale. 3 ans, on va organiser les élections. La CEDEAO était témoin. Mais après le report, qu'est-ce que le parti ILMA a pu faire? Ne serait-ce que le petit communiqué que vous disiez que vous avez fait. Mais vous avez des militants derrière. Mais est-ce qu'au-delà maintenant du mois de février, qui était la date butoir de l'organisation des élections, le parti ILMA fera quoi? Est-ce que vous allez pas reconnaître la transition? Déjà, il faut rectifier, c'est pas un petit communiqué, c'est un communiqué. Oui, le communiqué, ok. Voilà. Je rectifie, je retire le mot, mais suivez mon regard. Après le mois de février, que fera le parti élément? Vous savez, moi je ne vais pas reconnaître la transition? Non, la CEMAS? Bon, déjà, la CEMAS n'a pas dit ça. Si, c'est un extrait de la communiqué. La CEMAS n'a pas dit qu'il ne va pas reconnaître la transition. Regardez bien le communiqué. La CEMAS demande la mise en place d'une transition civile. Moi, j'ai bien lu le communiqué. Si, oui. Voilà. Donc, il demande la mise en place d'une transition civile. Entre les lignes, on peut faire cette lecture-là. Bon, comme je dis, c'est votre appréciation. Après, vous savez, nous, notre communiqué, je pense que quand on lit un peu notre communiqué, tout est pratiquement dedans. Nous, le parti élément, c'est un parti républicain qui a ses valeurs et ses principes, et qui condamne toute action de prise de pouvoir par les forces, quel qu'en soit. Tous les différents coups d'État qui se sont produits au Mali, on les a condamnés, et même ailleurs aussi à l'étranger, on condamnera. Donc c'est cette attitude républicaine qui fait de nous un parti qui, quand il y a des actions qui vont dans le sens de déstabiliser un pays, nous proposons des solutions. Pour nous, une des solutions, c'est une démarche inclusive. Vous savez, cette transition, c'est bientôt 3 ans. Elle doit finir bientôt, on est d'accord. Potentiellement programmée pour le mois de février. Donc, sous-entend qu'il y a un léger report, ça va dépasser les 3-4 mois. Donc, si ça dépasse 4 mois. Donc, c'est une transition qui est censée finir bientôt. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on va être dans une démarche de revenir encore à une transition? Parce que ça peut être quelque chose dont on ne maîtrise plus. Est-ce qu'il faut remettre tout à plat? Moi, je pense qu'il ne faut pas remettre tout à plat. Ce qu'il faut considérer, qui est aussi important, c'est que les acteurs de la transition ont posé certains actes qu'il faut les encourager. C'est la réforme de la loi électorale, la réforme constitutionnelle, même si ce qu'ils ont planifié, ça a été un échec, parce que qui planifie mal planifie l'échec. Si nous avions écouté, nous, partis politiques, principalement éléments, on a eu l'occasion de discuter avec le ministre de la Santé territoriale à plusieurs reprises, où on a évoqué nos inquiétudes, on les a fait savoir les grands défis par rapport à son planning qui ne va pas marcher. Au lieu qu'il fasse tout ça, qu'il planifie tout ça, qu'il fasse un focus sur le séquencement, focus sur les réformes indispensables pour les jalons du Nouveau Mali, focus sur l'élection
certaines élections intermédiaires, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les mandats de tous les élus sont caducs, y compris nous qui sommes des conseillers municipaux. Tout est caduc. Donc, pratiquement, nous sommes dans l'illégalité. Heureusement qu'ils nous prolongent nos mandats, chose qui n'est pas normale. Nous n'avons aucune légitimité aujourd'hui. Donc, ce sera mieux d'organiser une élection intermédiaire pour cette fois-ci donner la possibilité à tous les Maliens de choisir convenablement leurs élus sans l'emprise du nouveau prochain roi du jour. Mais une fois qu'elle ne sera pas organisée, ça c'est ma question. À la date, on sait que c'est le mois de février. Il y a un léger report. J'ai entendu parler Moussa Mara que léger report, selon lui, ça ne dépasse pas un mois, 2 mois. Il dit comme ça. Maintenant, au-delà d'un mois ou 6 mois, le parti Yelema, quelle sera sa position? C'est ça la question. Ou bien le parti a peur aujourd'hui de vindicte populaire. Quel vindicte populaire? Oui, parce qu'on voit aujourd'hui que les partis politiques sont éclipsés par la popularité d'Assimi Goïta. En fait, vous êtes dans une approche qui consiste à dire que les partis politiques n'existent pas dans ce pays. Vous êtes dans cette approche. Oui, dans cette transition. Mais... Je vais vous répondre. En fait, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais on constate quand même un certain non, je vais le répondre. D'abord, attendons l'avis des autorités de la transition par rapport au léger report. Ils ont communiqué qu'il y aura un léger report. On va maintenant attendre à ceux qui nous consultent ou à ceux qui fassent un communiqué par rapport au délai qu'ils vont donner. Parce que le fait de prolonger la transition, c'est aussi une violation de la charte de la transition. Donc maintenant, on va attendre par rapport à ce qu'ils vont donner. À la suite de ça, certainement, les partis politiques vont se prononcer. J'en suis sûr que les partis politiques sérieux ou les organisations civiles sérieuses vont se prononcer et Yelema aussi, potentiellement, se prononcera par rapport à ce sujet. Donc ne sois pas pressé. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que depuis le début de cette transition, on diabolise les partis politiques. À commencer par vous, les médias, certainement. Une partie de médias. Une partie de médias, les partis politiques. Maintenant, ce qui est important à rappeler, un fait historique. Avant l'avènement de cette transition, c'était quoi l'organigramme? C'était quoi l'organisation? Vous aviez la majorité qui était là, la majorité présidentielle avec tous les cocktails Molotov. Vous avez l'opposition qui était là. Vous avez les organisations de la société civile qui étaient là. La majorité était là en phase avec les organisations de la société civile. Ils avaient leurs imams. Ils avaient leurs chefs de village, ils avaient tout, ils avaient les organisations publiques. En fait, ils étaient en phase, en concubinence avec tout. D'ailleurs, un événement majeur qui s'est produit, c'est que l'opposition et la majorité se sont mis sur certaines listes, sur beaucoup de listes pour entrer au sein de l'hémicycle. Et la dernière législation, l'Assemblée, voilà. Donc vous avez vu l'opposition. Je parle pas de parti. En tout cas, moi j'ai dit, vous avez l'opposition et la majorité se sont mis d'accord sur la bénédiction de beaucoup d'organisations société civile. Ok? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun d'entre nous a participé à ce qui se passe au Mali. Et cela veut dire que les gens ont confiance dans ce parti politique. Et c'est récent. Et c'est récent. Donc, ne soyons pas amnésiques. Donc, ce qui veut dire que quand on se voit subitement en période de transition, les gens ne sont pas volatilisés, ils sont là. Hein. Ces partis politiques sont là, ces individus sont là. Certains même qui étaient ministres ou qui étaient des hauts responsables, certains dirigent actuellement la transition. Vous êtes d'accord avec moi? Et certains sont chefs de partis politiques. Donc, vous n'allez pas me dire que les partis politiques ont disparu. Les partis politiques n'ont pas disparu. Les partis politiques, ils ont constaté, c'est qu'il n'y a pas une certaine considération en termes de prise en compte de leur voix, en termes de démarche inclusive. Et ça, c'est un constat. Et c'est ça que nous avons... Et ils n'ont pas la soutenance aussi du peuple. Ça aussi, il faut... Non. Et si Yelema s'est trouvé à un rapport de force avec les militants à l'appui, les militants qui sont agités, mais ça ne serait pas la position du parti Yelema actuel. Justement, Yelema n'a pas de militants agités. Yelema a des militants responsables, Yelema a des militants convaincus, Yelema a des militants qui ont la conviction. Yelema défend aussi. Yelema a des militants qui ont des ambitions, qui veulent faire avancer ces pays. Yelema a des militants qui croient à l'avenir de ce pays. Et même la transition fait le sale boulot. Moussa, on va laisser monsieur Digo pouvoir avancer dans cette je vous laisse tous ces mots, mais en tout cas, nous, ça, c'est pas dans notre langage. Nous pensons que nous traversons une période très difficile. Oui. Et l'objectif de tout un chacun, c'est que cette transition puisse être une réussite, parce que si elle n'est pas une réussite, c'est le jalon d'un mauvais Mali. Et on n'a pas d'autres pays, hein. En tout cas, nous, on n'a pas d'autres pays, c'est le seul pays que nous avons. Donc, faisons en sorte, accompagnons les autres de la transition
dans la vérité, dans la transparence. Voilà, c'est là-bas où il y a une brèche dans votre Il n'y a pas de brèche. Non, il y a une brèche. Parce que moi, je vois dans votre déclaration, vos déclarations, les réunions, les multitudes de réunions que vous faites avec la transition, dans vos déclarations, d'abord, vos requêtes ne sont pas prises en compte. Et les décisions que vous prenez avec la transition ne sont pas prises en compte. Et vous apprenez les informations ou les décisions même de l'État, autant que nous-mêmes, les médias, à travers même les médias, et vous dites encore d'accompagner la même transition. C'est là-bas où il y a l'incohérence. Accompagnons les autorités de la transition pour qu'elles sortent de cette transition. Et même si elles ne vous entendent pas. Moussa, on va essayer. Donc concrètement, qu'est-ce que le parti LMA fait ou compte faire dans les mois à venir pour justement faire en sorte que la transition puisse être terminée de manière positive? Vous savez, le parti LMA, comme je l'ai dit, depuis cette transition, s'est mis dans une démarche positive. Et cette démarche positive, il ne s'agit pas d'applaudir, il ne s'agit pas de flagonner les égos, de sécuriser la transition, mais non, il s'agit de poser de grands actes concrets. Nous, au sein de notre formation politique, nous avons créé une académie qui forme les citoyens dans le renforcement des capacités, qui est ouverte à tous les Maliens. Ça, c'est un acte concret. Au début de notre mandat, nous avons une fondation du parti qui accompagne nos Maliens, nos compatriotes, nos concitoyens dans les difficultés de tous les jours, pendant les périodes les plus difficiles, les périodes de soudure, à travers nos premiers responsables, à travers Moussa Amara, le président Dr. Issou Diawara, à travers moi et certains de nos responsables, à travers notre fondation. Donc on accompagne. Et d'ailleurs, même un exemple frappant, l'ancien président avait fait un don au compte de la transition. C'est quelque chose qui est public. Et depuis le début de cette transition, nous avons accompagné plus de création de 300 emplois directs et indirects. Ça va au-delà, à travers le fonds de souveraineté que Moussa Amara et les camarades ont mis en place au niveau de la commune 4 par rapport à leur indemnité de député qu'ils avaient pendant qu'ils étaient députés. Et quand l'Assemblée a été dissoute, ils ont continué la même démarche jusqu'à aujourd'hui. Donc ce sont des actes concrets que nous posons tous les jours pour accompagner la population. On accompagne la population, on accompagne forcément les autorités de la transition. Et ça va au-delà. Ça va au-delà où nous contribuons intellectuellement, techniquement. Et nous pensons qu'on n'a pas besoin d'être aujourd'hui dans les arènes politiques au sein de la transition pour les accompagner, pour qu'ils puissent sortir. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils respectent les engagements. C'est important parce que les engagements, comme on le dit dans notre coutume, le MERS, c'est sacré, les paroles. La parole est sacrée. Quand on s'engage, on doit la respecter. Et ça fait partie des valeurs cardinales de notre fonction politique. Et d'ailleurs, des valeurs cardinales même maliennes. Depuis bas âge, on nous apprend qu'il faut dire la vérité, qu'il faut respecter les paroles. Donc, en tout cas, nous souhaiterons et nous demandons même à nos autorités d'être exemplaires. Quand on veut que les choses marchent, on doit être exemplaire. J'ai une dernière question. Attendez, avant cela, moi j'ai quand même une question pour M. Diko. Il s'agit de savoir, est-ce qu'un parti politique n'a pas aussi ce rôle d'interpeller? Oui, bien sûr, un parti politique, d'abord, son rôle, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est ça, un parti politique est créé pour ça, la conquête et l'exercice du pouvoir. Et dans ça, il y a effectivement la charte des partis politiques qui nous donne certaines prérogatives, bien sûr d'interpeller s'il y a l'hémicycle, ou bien si nos membres si on a des représentants, ou même interpeller directement les ministres à travers des écrits. Tout cet espace est ouvert. Et nous, je vous dis très honnêtement, peut-être, je ne sais pas si vous lisez tous nos communiqués, lors de la mise en place de l'EJ, la fameuse EJ qui a été mise en place, on l'a dit, on a été très clair, on a même fait un communiqué dessus, que la mise en place de l'EJ viole la loi. Concernant les tirages au sort. Donc c'est un parti quand même courageux, on fait partie des rares partis, c'est même le seul parti politique qui dénonce quand ça ne va pas. À travers nos prises de parole, à travers les prises de parole de nos anciens leaders. Est-ce que quand vous dénoncez aussi, la balle n'est pas déjà partie? Ouais, quand vous êtes mis devant les faits accomplis tous les jours, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alerter, dénoncer, accompagner. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on se mette dans des postures non républicaines? Non, le parti politique, le parti élément n'est pas un parti non républicain.
C'est un parti qui a ses objectifs, qui a ses principes, qui a ses convictions. Appeler ses militants, dénoncer quelque chose n'est pas non républicain. Ben, Il faut défendre, on a vu contre Ibeka ici. Quand un communiqué sort, c'est un communiqué qui parle au nom du parti. Est-ce que ça a interpellé les militants? Mais quand un communiqué d'un parti, d'une organisation est public, ça veut dire que c'est un communiqué de tous les militants. Vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit. C'est un communiqué que tous les militants, les milliers de militants se reconnaissent dans ce communiqué. La cible, c'est la population. La cible, c'est la population. On y va. Dico, ça, c'est une dernière question pour vous. D'abord, je précise que toute décision prise derrière vous et contre vous, ça, il faut se dire la vérité. On voit que la transition prend les décisions derrière les partis politiques. Donc, ça, c'est pour anéantir les partis politiques. J'ai une dernière question. Je veux savoir le parti élément. Est-ce un parti de l'opposition ou de la mouvance présidentielle? Vous êtes de quel régime, vous? De la transition. En transition, je suis désolé, il n'y a ni opposition, ni majorité. Une transition, c'est une période d'exception où tout le monde doit faire le bon sens, de se rassembler derrière les outils de la transition justement pour éviter les erreurs. Je pense que l'une des tares de cette transition, je ne cesse de le dire, c'est que les responsables de la transition ont porté le flanc ou même certains sympathisants qui se autoproclament sympathisants de la transition, alors que tout le monde est sympathisant de la transition. Et tout le monde doit comprendre la transition. Une transition, c'est une période d'exception. Une transition n'est même pas programmée dans la vie d'une nation. Une transition, c'est un accident. Personne ne souhaite un accident. Personne ne souhaite une transition. Donc, si elles viennent, on prend acte, on doit se donner la main pour avancer. Il n'y a pas d'opposition dans une transition. Comme il n'y a pas d'opposition dans une armée, ou comme il n'y a pas d'opposition, je ne sais pas, dans une famille qui veut avancer, doit s'unir. Le Mali aujourd'hui est dans toutes sortes de difficultés sans précédent de son histoire. Crise multidimensionnelle, économique, sociale, sécuritaire, tout. Prenez un domaine. Chaque domaine que vous prenez un par un, vous allez trouver que le tableau de bord est rouge. Quand vous êtes dans un état comme ça, c'est le sursaut national qui doit prévoir. Donc nous pensons que les autorités de la transition doivent être exemplaires en la matière. Et c'est pour cela, nous, depuis le début de notre congrès, on s'est mis dans une dynamique de les accompagner pour que nous sortons de cette transition, par la plus belle manière. Déjà, certains jalons ont été posés. L'État, c'est une continuité, on ne peut pas tout faire dans la transition. La transition même, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour faire des réformes institutionnelles et donner la possibilité de mettre des vraies institutions solides, intangibles, pour qu'aucune autre instabilité ne puisse... Avec les partis politiques, avec le concours des partis politiques. Mais si on met les partis politiques là à l'écart... Pas forcément. En fait, si ça c'est obligatoire, on a vu en Guinée, ce que vous avez dit dans notre logique. Nous aussi, on suit les transitions dans les autres pays. Par exemple, en Guinée, la transition, elle est menée, oui, mais avec... Les grands partis politiques tiennent toujours la population et Doumbouya a du mal à asseoir sa politique en Guinée en mettant à l'écart non seulement l'ancien président de la République avec son parti qui est l'un des plus grands partis de l'Afrique de l'Ouest et aussi de celui d'Alain Diallo qui est un homme très populaire en Guinée. Donc il a du mal à les mettre dehors maintenant dans la transition puisque il sait que c'est des gens qui ont les militants constants et qui ont des idées aussi à défendre. Et si au Mali, le cas ne se produit pas, on va dire que les partis politiques sont éclipsés par la transition. En fait, moi je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Pourquoi? Au sein de cette transition, quand vous regardez la transition, il y a eu plusieurs phases. D'accord? La première phase où ils ont appelé avant la rectification. La deuxième phase où c'est la rectification. Okay? Durant toutes ces deux phases, au sein du gouvernement, au sein du CNT, vous avez les responsables des partis politiques, on est d'accord. Peut-être c'est des partis que vous n'appréciez pas, je peux comprendre votre position. Non, oui. C'est des partis peut-être aussi on a peur que le sort de Marco ne revienne. Non, en fait ce que je veux dire, exilié par exemple. Ces partis, le Premier ministre actuel, il est chef d'un parti politique. Vous n'allez pas me dire que les partis politiques sont écartés. Les partis politiques ne sont pas écartés. Là où je peux être d'accord avec vous, les partis politiques qui n'applaudissent pas, ok, ou les partis politiques qui disent la vérité, peut-être sont la vérité crue, peut-être sont moins appréciés, ou les partis politiques qui n'applaudissent pas, qui ne sont pas là en train de cirer les pompes,
peut-être ces partis politiques ne sont pas mieux appréciés. Là, je peux être d'accord avec vous. Mais quand vous dites que les partis politiques ne sont pas partie prenante de la transition, non, c'est pas vrai. Ils font partie de la transition. Mais ce que la transition a pu faire, c'est de diviser. C'est de diviser les partis politiques, diviser la société civile, diviser même les hommes des médias. Vous qui n'êtes pas avec eux, certainement, certains seront vilipendés sur les réseaux sociaux, certains seront peut-être même pas... On a vu beaucoup de choses qui sont passées, je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais tout simplement, je pense qu'au-delà de tout ça, l'une des meilleures options pour notre pays, parce que notre pays est en train de balancer entre 3 scénarios. Le premier scénario, c'est le Mali va de mieux en mieux. Deuxième scénario, le Mali peut aller de mal en pire. Et nous sommes au beau milieu. Je pense que notre objectif, nous tous, partis politiques, société civile, les autorités de la transition eux-mêmes, toutes les composantes, les médias, tous, c'est de faire en sorte que nous partons sur l'autre option. L'autre option, c'est de faire en sorte que le Mali va de mieux en mieux et que nous arrivons à amener le Mali dans les pays des concerts des nations. Et ça ne peut pas se faire sans le retour à l'ordre constitutionnel. Donc chacun doit s'y battre. D'accord. Les médias, les médias tirent l'essence de la démocratie. Oui. De la démocratie. Sauf si que les vidéos n'ont pris place aujourd'hui. Justement, parlant de ça, M. Diko, je veux vous interpeller un petit peu. On a vu la sortie de Moussa Mara, évidemment, sur M-Media Web TV. Et il a parlé de tout ce qui se passe de manière sociale au Mali. Et il a beaucoup développé l'aspect énergie du Mali. Donc, tout de suite, vous venez de dire plusieurs fois que le parti YLMA accompagne la transition, va dans le sens positif, mais cette sortie de Moussa Mara, est-ce que vous pensez que c'est toujours dans le sens politique? Ça, c'est la première des questions. Et la deuxième question, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, est de savoir quel est le message que M. Moussa Mara voulait vraiment passer, ou c'était le message du parti YLMA? Vous savez, Moussa Mara, c'est un leader politique. C'est un ancien maire de la commune, cette commune, ancien ministre, premier ministre, ancien député. Et j'espère qu'un jour qu'on va l'appeler ancien président de la République. En tout cas, c'est le souhait de beaucoup de nos compatriotes. Et c'est mon souhait le plus ardent. Et entre-temps, voilà, c'est un leader qui a fait son temps et qui est en train de le faire aussi. Donc, il a ses prises de parole, comme moi j'ai mes prises de parole en tant que premier vice-président. Le président du parti aussi a ses prises de parole. Vous voyez l'un de nos porte-parole, Amidou, qui a aussi ses prises de parole. Mais au-delà de ça, c'est la prise de parole de YLMA qui prime quoi. Le communiqué, nos interventions officielles, c'est ça qui prime. Donc, ce que dit le président Moussa Mara, sur les médias, mais aujourd'hui, la plupart des cas, c'est la vérité. Avec nous qu'on ne peut vraiment pas dissocier Moussa Mara de YLMA. C'est la figure. Oui, mais ça c'est vous. Peut-être que vous ne voulez pas comprendre. Vous savez et certains disent même que s'il n'y a pas Mara, il n'y a pas YLMA. Bon, ça c'est peut-être que vous. Moi, je vous invite à venir dans une formation politique pour faire un tour. Je suis dans la commune 4. Voilà, donc vous le savez autant que moi. Et oui, vous savez, quelqu'un, comme je viens de le dire, quelqu'un qui a un personnage qui a autant d'impact, qui a autant de personnalité sur l'arène politique internationale, et quand il gère un parti pendant une dizaine d'années, c'est compliqué, mais c'est un processus que nous avons engagé, de faire en sorte que notre formation politique soit un parti d'institution, soit un parti qui soit dépersonnifié, voilà, qui ne dépend pas d'un individu. Je pense que toutes les personnes qui nous ont rapprochés ces temps-ci ont vu des nouvelles têtes, ont vu de nouvelles figures s'émerger, ont vu les leaderships, ont vu le travail derrière qu'elle a. Donc, c'est un processus qui va continuer. Et nous pensons que voilà, Mara, c'est notre leader, il fait partie de nos meilleurs éléments. Voilà, et tout ce qu'il dit, ça va dans le sens de la vérité, de la transparence. Ça va en droite ligne pour accompagner le sociétés de la transition, bien évidemment. Tout ce qu'il a dit sur le plateau de MTV, vous pouvez voir et revoir, vous allez voir que c'est sur les valeurs et les principes du parti YLMA.
D'accord, merci beaucoup. Téléspectateurs de Mandé TV, je pense qu'on en a un petit peu fini de cuisiner notre invité du jour. On va passer, on a une actualité internationale qui est là, qui vraiment... c'est très triste, hein, c'est vraiment très triste de voir ce qui se passe en Israël, de voir ce conflit israélo-palestinien, le Hamas, avec tout ce qui s'ensuit. Moussa, vous avez quel regard par rapport à ça pour nous qui sommes sahéliens ici? Oui, vous savez, souvent il faut voir ce qui se passe en Palestine. Et si vous regardez bien ce qui se passe au Mali, vous allez voir une ressemblance entre les deux faits. Sans prendre un territoire d'un pays, c'est pas normal. Mais vous savez, l'historique même de cette guerre, Fadima, selon les gens remontent Ça, depuis... on va sortir quelques lignes. Oui, mais c'était depuis 1948. Mais on sait que le Hamas est en train de défendre leur souveraineté, comme le Mali est en train de défendre sa souveraineté. C'est un territoire qui a été spolié, donné aux Israéliens par force, avec la complicité des Américains, des Occidentaux et d'autres puissances ailleurs. Donc maintenant, le Hamas, peut-être ils n'ont pas raison de bombarder les populations civiles. Là, quand même, je ne suis pas d'accord. Maintenant, cette fête, on a vu, il y a eu des bombardements où il y a eu plus de 200 et quelques morts sur place, et pendant que les gens étaient sur une place publique en faisant la fête. Donc là, quand même, je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord non plus aussi qu'il y a des bombardements dans la ville. Il faut voir les images. Et aujourd'hui, depuis le début de cette guerre, ça n'a même pas fait une semaine où il y a eu plus de 3 à 4 000 morts déjà. Mais ce qui est important à souligner, aucune puissance n'a condamné verbalement maintenant cette attaque barbare des Israéliens face aux musulmans palestiniens. Donc c'était à déplorer. Mais il faut quand même saluer la bravoure des Iraniens, des Libanais, maintenant qui ont condamné. Mais et leurs frères musulmans saoudiens, donc jusqu'à présent, qui restent maîtrisés, qui n'a pas condamné maintenant les bombardements israéliens. Donc on se dit quelle est d'abord cette fraternité musulmane donc entre les musulmans, parce qu'on dit que tous les musulmans sont des frères, mais on a vu que les Saoudiens n'ont pas condamné cette guerre. Donc c'est pour dire que et ce qui se passe en Palestine, donc ça va et puis tout va bien, même si ce sont des musulmans et l'Israël a raison. Donc nous quand même au Mali ici, nous ne déplorons. Moi, personnellement, à mon nom, je déplore quand même ce qui se passe actuellement en Palestine. Donc, il faut les soutenir. Et tout le monde, maintenant, doit soutenir les Palestiniens parce qu'ils sont en train de vivre vraiment, de mener une vie, de spolier leur territoire. Donc, Moussa, ça, quand même, c'est pas normal. Moussa, merci beaucoup. Monsieur Diko, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Parce que ça a été un vrai choc. Hein. Aujourd'hui, il y a peut-être une reconfiguration mondiale qui est en train de se faire parce qu'on a l'impression d'avoir un deuxième 11 septembre, malheureusement, qui était arrivé aux États-Unis. On a la guerre en Ukraine, on a le Sahara, cette zone qui devient de plus en plus complexe et l'insécurité grandit. Vous êtes dans un parti politique, vous devez voir toute cette géopolitique et géostratégie. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. En tout cas, il y a toujours une tension constante entre les Hamas et l'Israël. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. En tout cas, ce qu'on a vu dans les médias internationaux, c'est que c'est l'Israël qui déclare qu'il a été agressé par les Hamas. Ça, c'est ce qui est dit officiellement. Et donc, à la suite de ça, il y a eu des ripostes très sanglantes. On est aujourd'hui à 5e jour de cette guerre. Franchement, des milliers de morts. C'est déplorable. Des civils, beaucoup de civils, des gens qui ne sont ni loin ni de près de cette histoire. Des dommages collatéraux. Donc, ça fait vraiment mal, quoi. Que des frères des mêmes pays. Donc, vous rejoignez un petit peu oui, ça quand tu dis qu'on a l'impression de
de voir la même configuration qu'ici au Mali? Pas forcément, je ne suis pas sur la même ligne que Moussa. Mais sur beaucoup de points, d'accord. Mais je suis d'accord de déplorer ensemble, effectivement, toutes ces victimes, toutes ces morts. Au-delà de ça, moi j'ai un aspect, une considération politique sur ce sujet, c'est que le Premier ministre, qui est considéré comme le chef de l'État en Israël, a mis en tout cas avec son rival, son premier adversaire de son pays, on souhaite arrêter toute tentative toutes ces querelles au sein de leur pays, plutôt, en Israël, pour mettre en place un gouvernement d'union nationale, un gouvernement, je dis limite un gouvernement de transition durant toute cette phase de guerre. Tout ça, tout seulement, c'est pour le sursaut national. Vous savez, quand vous êtes face à... quand vous êtes dans un conflit face à l'extérieur, quel qu'en soit le motif, vous allez vous défendre. Et pour vous défendre, vous avez besoin de l'entente à l'intérieur. D'accord. Et cette théorie, je l'ai transpose chez nous. Aujourd'hui au Mali, nos autorités doivent prendre l'exemple sur le Premier ministre israélien, essayer d'éteindre toutes les velléités, mais pas avec des pressions, pas avec des répressions, pas avec, je ne sais pas, des méthodes totalitaires ou d'autres méthodes dont je ne connais pas le nom, mais dans les rassemblements, pour qu'on ait un seul objectif. Si l'ennemi commun est connu, qu'on puisse ensemble abattre l'ennemi commun. Et je pense que c'est cette posture du Premier ministre israélien s'est mis dans cette dynamique. Et ce sont ces genres de postures qui donnent fruit. Et c'est ces messages politiques que je voulais faire passer par rapport à ça. D'accord. Merci, monsieur Boubakari Amadou Diko, que je rappelle ici, il est le premier vice-président du parti politique YLMA. On se dit à une prochaine, monsieur Diko. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors, Moussa, on s'est dit à la prochaine sûrement. Oui, jusque-là. Merci à l'ensemble des téléspectateurs. Et j'invite M. Diko peut-être à continuer à venir sur le plateau. On va parler du parti YLMA et de son ascension donc, au pouvoir. On serait très ravis quand même de vous revoir encore sur le plateau, Inch'Allah. Avec plaisir. Voilà, mon agenda est à votre disposition pour parler du Mali dans sa globalité. Et voilà, donc... pourquoi pas du parti élément. Bientôt, on a le prochain congrès en décembre. D'accord. Et donc, voilà, qui est ouvert, le parti est ouvert. On est en pleine restructuration. Donc, le parti est ouvert à tout le monde. On a mis en place un comité d'accueil d'orientation qui accueille, qui oriente les nouveaux cadres. Tout récemment, il y a juste 3 semaines, nous avons intégré une centaine de cadres divers d'horizons, voilà, qui ont adhéré à ces partis par sa conviction, par ses principes, par ses communiqués, par ses prises de parole. Voilà, par son courage. Et donc j'invite l'ensemble de nos compatriotes maliens à nous rejoindre pour construire un Mali meilleur, un Mali où il fait bon à vivre, ou un Mali où on sera les greniers de la sous-région à travers l'agriculture, à travers l'indépendance alimentaire, la souveraineté alimentaire. Parce que ces temps-ci, on parle beaucoup de souveraineté. La souveraineté, il y a 3 angles primaires: souveraineté monétaire, militaire et alimentaire. Les 2 autres sont d'ordre régalien. Mais la souveraineté alimentaire, chacun peut s'y mettre. C'est sur ces mots que prend fin notre entretien brut d'aujourd'hui. Monsieur Diko, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Téléspectateurs de Mandé TV, on se dit à la prochaine. Restez connectés sur nos ondes et allez aussi sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Je remercie la régie qui a assuré cet enregistrement. À la prochaine.